Qui aurait vu la section paloise à ce niveau-là l'année dernière en top 14? On n'est juste pas habitué. Pau est remonté en top 14 en étant champion de France de Pro D2 en 2014-2015. Et depuis ce moment-là, depuis 2014-2015, c'est leur 9e saison en top 14 et à chaque fois c'est pareil. Ok, c'est Pau, ils vont jouer le maintien encore cette saison. Ils ont le 10e budget de top 14 avec un tout petit peu plus de 28 millions d'euros. Même s'ils ont réussi à l'augmenter de 15% par rapport à l'année dernière, c'est pas comparable avec les 46 millions du Stade Toulousain. Et depuis 9 ans, ils oscillent entre la 8e et la 12e place en top 14. Alors les voir sur le podium, ça te fait bizarre, non? Alors ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, je trouve ça super. On va s'intéresser à cette surprenante équipe de Pau. Comment est-ce qu'ils ont réussi à se reconstruire, à se solidifier en top 14? Et surtout maintenant, est-ce que maintenant qu'ils sont dans les 3 premiers, ils vont réussir à tenir la cadence du top 14? Mais avant, si t'es pas abonné, c'est le moment de le faire et de lâcher un petit pouce bleu pour soutenir la section. Allez, on y va? La section paloise, pour moi, elle a fait un sacré pari. Le pari de prendre comme manager Sébastien Piqueronis. Pourquoi c'est un sacré pari de prendre quelqu'un comme Sébastien en manager alors qu'il a été champion du monde avec les U20 2 fois de suite? L'homme, il n'a jamais joué à plus haut niveau que de la Fédérale 2 et il n'a jamais entraîné dans le monde professionnel. Il a même jamais entraîné des seniors. C'est un entraîneur fédéral. Qu'est-ce que j'entends par entraîneur fédéral? Il a commencé avec les Pôles Espoirs et les U17 de Toulouse, avant de basculer à Marcoussis sur le Pôle France. Le Pôle France, on regroupait les, je sais plus, il devait y avoir entre 10, peut-être 15 et 20 meilleurs joueurs de France qui étaient coupés de leur club en semaine, qui s'entraînaient entre eux et qui rentraient dans leur club le week-end. On s'est aperçu que c'était pas au top pour leur formation parce que du coup, niveau projet de jeu, système de jeu, ils sont pas intégrés à un collectif. Les mecs, ils sont ici, ils s'entraînent au Pôle France et derrière, ils rentrent et ils prennent la place des mecs qui s'entraînent toute la semaine. C'est pas ce qu'il y a de mieux en termes de développement. Et ensuite, il a embrayé sur les équipes de France et notamment U20 où il a gagné le titre de champion du monde en 2018 et 2019, 2 fois de suite, avant de signer à Pau. Ça veut dire qu'il n'a jamais entraîné de groupe professionnel. Et de ce que j'ai pu lire, parce que si tu tapes Sébastien Piqueronis et que tu vas sur Wikipédia, à part les U17 de Toulouse, il n'a même jamais entraîné de groupe sur une saison. Avoir une sélection, c'est différent que d'avoir un groupe à gérer sur une saison. Quand tu as une sélection, tu dis toi, ils veulent tous se battre pour venir et tu les as sur des périodes très courtes. Quand tu dois gérer une saison, c'est plus complexe. La gestion des joueurs d'un point de vue physique, technique, tactique, les rotations et les égos, c'est pas la même. D'autant plus quand c'est avec des joueurs professionnels. On pouvait légitimement s'interroger sur la façon dont lui, il allait gérer cette transition entre le fait de basculer sur des sélections à un groupe de top 14. Que ça soit dans sa manière de fonctionner avec le staff, avec les joueurs, dans les relations humaines, mais je trouve que c'est incroyable. C'est comme s'il avait réussi pendant ses 2 premières saisons à Pau à poser les fondations, à poser les premières pierres nécessaires au développement du club, tout en sachant qu'il allait pas augmenter le budget de 15 millions d'euros pour dire moi je veux lui, je veux lui, je veux lui. Mais il s'est appuyé sur les jeunes. Après, je sais pas comment ça se passe en interne les relations humaines à Pau, mais j'ai pas lu dans la presse ou j'ai pas entendu dire qu'il y avait des soucis. Et vraiment, on a l'impression qu'il développe les compétences en interne du club, que ça soit les compétences du staff, donc des différents entraîneurs de l'attaque, de la défense, etc., mais également en s'appuyant sur les jeunes. Et ça semble normal car il a toujours été, du coup, c'est un entraîneur, un manager qui a toujours été du côté formation à travailler pour permettre aux jeunes d'éclore au plus haut niveau. Quand on entraîne des U20, ils sont pas tous pros encore. Il y a quelques U20 qui sont professionnels, qui jouent en top 14, mais il y en a plein, ils jouent encore en espoir, et t'en as, ils vont même pas jouer en top 14 plus tard. Et c'est d'ailleurs ce qu'il avait dit au moment de signer et de rejoindre la section paloise. Rejoindre la section est pour moi un nouveau challenge particulièrement motivant et excitant. J'attache beaucoup d'importance aux valeurs et à l'ambition d'un projet. De par ses hommes, son ancrage territorial, son projet de développement axé sur la formation et sa culture du club. J'ai très rapidement adhéré à l'ambition de développement de la section paloise. Et je suppose qu'il participe, au-delà du côté professionnel, activement au développement des jeunes. Lors de la préparation au tournoi Destination U20, lors de la saison précédente, il y avait 7 jeunes de la section paloise qui étaient dans les listings et qui étaient dans le groupe des U20 français. 7 joueurs, c'est quand même assez énorme. En espoir, il me semble qu'ils sont actuellement premiers de leur poule. Et on a donc un club qui réussit son pari de s'appuyer sur les jeunes pour essayer d'amener des jeunes vers le plus haut niveau et d'avoir son équipe professionnelle qui tourne avec des jeunes issus de la formation. Emilien Gaëton c'en est un parfait exemple. Pour la seconde saison de Sébastien Piqueronis au club, Emilien Gaëton, il va jouer 24 matchs en top 14 et il va inscrire 14 essais. Il me semble qu'il termine meilleur marqueur du top 14. Alors oui, il est très fort, mais il fallait le lancer ce jeune et il fallait l'accompagner. Et je pense que c'est ce que Sébastien Piqueronis a réussi à faire. Pour un club qui joue le maintien, conserver tes jeunes talents qui ont sûrement des offres des plus grands clubs européens, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Et ils ont forcément envie, les jeunes, d'aller dans des grosses écuries pour gagner des titres. Mais il semble que le projet sportif et
et humain à Pau, il a eu raison de cette volonté des fois que les jeunes peuvent avoir de partir. Le club, il a annoncé en 2023 qu'il a réussi à faire prolonger Emilien Gailleton jusqu'en 2026. Dans les autres joueurs, il y a un autre jeune dont tout le monde commence à parler. C'est Théo Atisogbe. 19 ans, champion du monde du vin, déjà titulaire à l'aile en top 14. Mais il n'y a pas que Gailleton et Atisogbe comme jeunes qui sont lancés dans le grand bain au niveau du top 14. Axel Desperes ou Despéré, je ne sais pas comment on le prononce, ouvreur, 19 ans, qui a déjà joué son premier match du top 14 et 3 matchs en U20 la saison précédente. Et il a déjà 6 feuilles de match en pro cette saison. Clément Mondiba, ouvreur et aussi champion du monde des U20 l'année dernière, c'est-à-dire qu'ils ont 2 ouvreurs de 19 et 20 ans qui ont joué en équipe de France U20 la saison dernière. Et donc Sébastien Piqueronis et évidemment tous les formateurs qui sont là avant, c'est-à-dire qu'il y a tous les formateurs qui vont accompagner ces jeunes dans le développement dès l'âge des Alamercerie, Crabos et Espoir pour leur permettre de postuler sur du très haut niveau, que ça soit en équipe de France jeune, voire les lancer en top 14. Et la formule, elle a l'air de fonctionner pour le moment. Le second point cette saison pour moi qui participe au résultat de la section paloise, c'est que je trouve leur recrutement extrêmement pertinent. Surtout à l'ouverture, ils ont fait signer Joe Simmons et c'est le 10 de Exeter qui a gagné la Champions Cup contre le Racing en 2020 il me semble. Et c'est un excellent 10. En revanche, il a joué énormément. En 8 journées, il a joué 80 minutes sur les 8 matchs. Et on connaît tous l'importance d'avoir un bon buteur pour réussir une saison, parce qu'au bout d'un moment, il faut que tu scores. Et on connaît tous l'importance d'avoir un bon buteur pour concrétiser tes temps forts et sanctionner les fautes de l'adversaire. Eh bien, Simmons, on peut dire que c'est un très bon buteur. Il est actuellement meilleur réalisateur du top 14. En deuxième ligne, ils vont récupérer le double champion du monde, Sam Whiteclock, qui est néo-zélandais. C'est un monument des All Blacks. Et je crois qu'ils ont toujours gardé cette filière depuis 2015 ou 2016. En 2015 ou 2016, ils avaient fait signer Conrad Smith, qui jouait au centre, qui était double champion du monde aussi, et ils avaient fait signer d'autres néo-zélandais. Et je pense qu'ils ont gardé ce lien fort avec les néo-zélandais. Par exemple, Montpellier, c'est plus avec les Sudaf. Et donc Sam Whiteclock, je pense qu'il va apporter devant cette expérience qu'il a de double champion du monde. Quand tu es un double champion du monde, c'est comme Colissi qui arrive au Racing, évidemment qu'il va t'apporter. Et dans le jeu, qu'est-ce que ça donne, Pau? Eh bien, c'est une équipe joueuse qui avance. Ils ont parcouru cette saison quasiment autant de mètres que le Racing et Toulouse. Ça impressionne quand même parce que le Racing et Toulouse, ça joue. Mais ils le font sans avoir, en ayant moins de plaquages cassés et de franchissement que les deux autres équipes. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, ça veut dire que Pau est capable de générer de l'avancée non pas par des exploits individuels avec un mec qui va venir casser un plaquage, mais en déplaçant le ballon pour générer de l'avancée et gagner du terrain dans des espaces libres. Et je dirais que leur problématique, elle se situerait peut-être plus sur la concrétisation de ces temps forts. C'est une des équipes qui avance le plus, en revanche, c'est une des équipes qui marquent moins d'essais que les autres. Mais ils concrétisent leur possession et leur avancée par des pénalités. Je vais te donner un exemple qui est parlant, c'est qu'en 8 journées de top 14, ils ont parcouru à peu près la moitié du nombre de mètres parcourus sur la totalité de la saison de l'année dernière. C'est-à-dire que sur un petit peu moins de un tiers de la saison, ils ont parcouru environ la moitié du nombre de mètres parcourus la saison dernière. C'est impressionnant comme stat. Ils sont donc sur une grosse dynamique offensive, mais peut-être avec un manque de réalisme dans les zones de marque. Après, je me fais pas de soucis, je pense que Sébastien Piqueronis et son staff, ils vont faire le nécessaire pour concrétiser. Alors pour moi, leur plus grosse marge de progression cette saison par rapport aux saisons précédentes, c'est la défense. C'est juste incroyable. C'est la deuxième équipe la moins sanctionnée du top 14. Et c'est également la deuxième équipe en nombre de plaquages réussis et aussi en nombre de points encaissés. Attention, il ne faut pas confondre le nombre de plaquages réussis et le pourcentage de plaquages réussis. On a affaire à une équipe de Pau qui est disciplinée. La saison dernière, ils défendaient aussi beaucoup, mais ils concédaient beaucoup plus de pénalités. Là, ils défendent beaucoup et ils se font peu pénaliser. Si je dois résumer avec quelques statistiques, pourquoi est-ce que Pau cartonne sur le début de saison? Premièrement, c'est la troisième meilleure équipe en nombre de mètres parcourus, mais pas beaucoup d'essais. Pour compenser, ils ont un gros buteur qui est meilleur réalisateur du top 14. Un nombre de plaquages réussis impressionnant et surtout une discipline de fer avec très peu de pénalités concédées. Le rugby, on peut dire ce qu'on veut, mais ça restera toujours les 2D. Défense, discipline et un gros buteur. Et ça, quel que soit le niveau. Tu défends bien, t'es discipliné, t'as un bon buteur, généralement tu t'en sors. Et maintenant, je vais tenter d'analyser de façon bien subjective le début de saison de la section paloise. Pourquoi et comment ils font pour se retrouver dans le top 3? Premièrement, je pense qu'ils n'ont pas été beaucoup impactés pendant la Coupe du Monde par rapport à d'autres équipes sur le nombre de joueurs qui étaient partis. Les internationaux, ils en ont peut-être moins que d'autres équipes. Et pour moi, c'est comme le Stade français. Le Stade français a peu d'internationaux
qui ont été absents pendant la Coupe du Monde et ça peut expliquer en partie les résultats. Moins d'internationaux qui sont partis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi plus de stabilité dans le groupe. C'est-à-dire que tu te retires cette problématique de gestion des joueurs qui vont être absents, revenir, partir et les doublons sur les périodes internationales. Tu as un groupe qui est plus stable, donc je pense que pour avancer sur ton projet de jeu et en termes de cohésion et mettre du lien, c'est beaucoup plus facile d'avoir en fait de la continuité quand tes joueurs sont à disposition quasiment tout le temps. Secondement, le calendrier a quand même été relativement favorable pour la section sur le début de saison. Il faut être lucide là-dessus. Quand on connaît l'importance de jouer à domicile dans le rugby moderne, ils ont eu un calendrier extrêmement favorable. Ils ont reçu 5 fois sur 8 journées. Et sur les réceptions qu'ils ont eues, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont réussi à gagner contre des équipes du haut de panier de top 14. Ils ont battu le Stade français, ils ont battu le Racing, ils ont battu Toulouse, ils ont battu l'UBB. Et quand tu gagnes tes matchs à domicile contre les gros, les autres équipes qui vont se déplacer, déjà dans la tête tu marques des points, ils se disent waouh, aller gagner à la section cette année, ça va être compliqué, ça va être difficile. Et tu as tout ce petit travail psychologique où derrière toi, forcément, tu vas être porté par les résultats, tu vas être porté par ton public, par l'engouement. En revanche, mis à part le Stade français qui a pas eu beaucoup d'internationaux, si tu prends le Racing, l'UBB et Toulouse, les internationaux, soit ils n'étaient pas là parce qu'ils étaient en Coupe du Monde, ou soit ils venaient juste de revenir. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment est-ce que la section, elle va se comporter en déplacement. Tu as gagné tes matchs à domicile et ça c'est top parce qu'il faut que tu gagnes tes matchs à domicile si tu veux être compétitif et jouer la qualification. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir quand ils vont se déplacer chez les gros à aller gratter que ça soit des points de bonus défensifs ou évidemment des victoires? Pour l'instant, ils n'ont qu'une seule victoire à l'extérieur et c'est l'USAP. Troisièmement, c'est un des points peut-être les plus importants pour moi, pour voir comment leur saison va se dérouler, la physionomie de leur saison. Ça va être la gestion de cette Challenge Cup. Évidemment, quand tu entraînes, tu as envie de gagner des titres. Est-ce qu'ils vont décider de jouer cette Challenge Cup à fond ou est-ce qu'ils vont en profiter pour peut-être faire un turnover et donner du temps de jeu et permettre aux jeunes d'acquérir de l'expérience? Et ça va être toute la complexité pour eux parce que Joe Simmonds, par exemple, qui a joué toutes les journées de top 14 80 minutes, est-ce que tu le fais jouer en challenge européen ou est-ce que tu vas le laisser au repos? Parce que ce poste d'ouvreur, pour moi, il y a débat quand même dessus sur comment est-ce que tu fais. Tu as 2-10 internationaux U20 à qui tu peux donner du temps de jeu, mais tu as Joe Simmonds qui est juste au-dessus du lot pour le moment. Et donc, comment est-ce que Sébastien Piqueronis et son staff vont gérer en fait ce double calendrier avec la Challenge Cup? Je suis vraiment curieux de le savoir. Pour ma part, c'est vraiment une très très belle surprise de voir la section paloise à ce niveau-là, car ça ajoute encore un petit peu plus de piquant au top 14. Là où avant, tu te disais, ok, tu vas jouer la section, ils vont faire des bons matchs, ils jouent le maintien, etc. Là, maintenant, tu joues la section, tu dis, ouh, ça va piquer, ça va être chaud ce week-end. Et surtout, ça met en avant le travail de Sébastien Piqueronis, la façon dont il a construit son groupe sur 2 ans, avec son projet de jeu, sa vision du rugby et la façon dont il intègre les jeunes. Alors, c'est probable et c'est quasiment sûr que j'ai négligé des points dans la vidéo et n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à compléter les propos. Le but, c'est de pouvoir échanger. Moi, je donne mon avis et c'est pas une analyse rugby, c'est pas une analyse de match, c'est vraiment une analyse d'équipe qui est totalement subjective. Donc, n'hésite pas à compléter si tu as des infos parce que c'est dur de parler d'un club en interne, de son fonctionnement quand tu y es pas. Pense à t'abonner et à partager et à mettre un petit pouce bleu si tu as bien aimé. Et puis, on se croise au Clubhouse du SA Money. Allez, topette l'ami!